Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée « Qu'est-ce que le Dzogchen ?», nous plonge dans les fondements du Dzogchen et présente la richesse de cette tradition, son histoire et ses lignées, son chemin, son résultat et bien plus encore. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Ravi de vous retrouver à nouveau pour la série « Qu'est-ce que le Dzogchen ?». Je suis de nouveau en compagnie de Mila Khyentse Rinpoché. Bonjour. Et de Niels Derboul. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous de nouveau. Ravi de revenir pour la 3e fois. Exactement, donc ce 3e épisode d'une série de 3 sur les 3 séries. Ça veut dire que c'est le dernier donc. Exactement. Ah, oui. Le dernier de cette mini-série, mais qui en comptera certainement beaucoup d'autres par la suite. Et page de publicité, vous pouvez aussi aller voir ce que propose l'Académie de Dzogchen Today, qui est une sorte de prolongation, un approfondissement structuré de certaines thématiques qui sont proposées dans les podcasts. Donc, n'hésitez pas à voir, c'est accessible depuis le site de Dzogchen Today. Donc la 3e série, Mengagde, la série des instructions directes, essentielles, directes, différentes traductions peut-être possibles, on en reparlera éventuellement. Mais avant de plonger dans cette 3e série, je représente de nouveau Mila Khyentse Rinpoché pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, vous êtes détenteur de lignée du Dzogchen, donc un transmetteur de la tradition Dzogchen ici même en Europe, en France plus précisément, mais dans toute la francophonie me semble-t-il. Vous avez été formé à la fois en Europe et en Himalaya. Vous avez une formation, on peut dire, plus classique selon un point de vue européen, c'est-à-dire de personnes qui sont passées par les universités, qui ont fait des études académiques, avant de poursuivre par des choses qui sont moins connues en Occident, une formation plus traditionnelle dans la tradition de Dzogchen. Et donc, en tant que détenteur de lignée, vous transmettez le Dzogchen, une de vos activités se déploie par le projet de Dzogchen Today, donc vous êtes l'initiateur. Tout à fait. Et puis Niels Derboul, donc vous êtes ingénieur généraliste. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas. Également chef de projet, et vous étudiez et pratiquez le Dzogchen depuis de nombreuses années à présent, en étant engagé dans différents projets liés à cette tradition. Et vous êtes aussi connu peut-être pour intégrer au quotidien la tradition Dzogchen. J'ai l'air d'être hyper vieux. Merci. Mais oui, c'est tout à fait ça. Donc merci à vous d'être là. Et donc, sans plus attendre, plongeons dans le Mengagde. Et on va garder la même structuration que les épisodes précédents, en commençant par vous demander, Rinpoché, si vous pourriez caractériser la vue, si elle est plus spécifique que celle du Longde ou du Mengagde, dans cette 3e série, cette 3e série qui est le Mengagde. Oui, tout à fait. On a vu donc dans l'épisode précédent sur le Longde que la vue du Longde était très proche de celle du Samde. Par contre, celle du Mengagde est un petit peu plus spécifique, puisqu'en fait, rien que dans le terme Mengak, D en tibétain, donc c'est la série, la catégorie. Si on voulait vraiment forcer le trait, ce serait la corbeille. Mais ça, c'est vraiment forcé quand même. Et donc cette catégorie, c'est celle des mengak. Mengak, en fait, ce sont des instructions immédiates, directes, qui ont 2 caractéristiques qu'elles pointent toujours la nature primordiale de notre esprit et qu'elles sont immédiatement directes. Donc, on a vu que dans la première série, les instructions étaient très externes, c'est-à-dire sur un principe en fait de projection mentale. La 2e série, la vue est portée sur un aspect d'instruction, sur un aspect dynamique de l'espace, c'est-à-dire sur la nature même de l'espace qui est vacuité en mouvement, on pourrait dire ça comme ça. Et la 3e série donc, du Mengagde va se porter sur la dynamique qui est une dynamique d'activité. Et la dynamique d'activité dans la grande perfection, c'est ce qu'on appelle la compassion universelle, c'est ce qu'on appelle la dynamique externe des phénomènes de la base. Et là, on est vraiment sur un aspect on pourrait dire, de fantasmagorie, d'apparition miraculeuse, d'apparition magique, d'apparition illusoire. Et ça, c'est vraiment la caractéristique du Mengagde.
Donc le Mangakde va être considéré en termes de vue comme l'arrivée, c'est-à-dire l'épitomée en fait des deux autres types de vues. Et ce qui va vraiment faire la spécificité du Mangakde, c'est, on le verra après bien sûr, ce sont deux pratiques particulières, mais deux pratiques particulières qui sont orientées toujours sur un aspect de dynamique universelle ou de dynamique fondamentale de la base primordiale de l'esprit. Et ça, c'est la caractéristique principale du Mangakde. Et pour présenter cette vue, donc comme dans les épisodes précédents, on a vu qu'il y avait des textes de base, des tantras racines, des façons, par l'écrit aussi, qui accompagnent le souffle direct de la transmission, de transmettre précisément. Est-ce que, Niels, vous pourriez nous préciser un peu quels sont ces textes ? Oui, on parle en général de 17 tantras ou 19 tantras, qui sont vraiment les textes cœur de cette troisième série des instructions directes. Et en premier lieu, le tantra racine, le tantra fondamental, c'est, alors en tibétain, c'est le Drachel Gyur, prononcé comme je peux, et qu'on traduit souvent par réverbération du son, par exemple. En fait, il met en avant cette vue spécifique du Mangakde que Rinpoche, tu viens de présenter. Et donc, du coup, cette possibilité de réalisation du corps de manifestation suprême. Donc, cet aspect de compassion universelle via, du coup, la réalisation du corps de manifestation suprême, Chökyi Tulku, en tibétain. Chökyi Tulku. Chok. Merci. Avec plaisir. Et oui, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur... Il y a quelque chose aussi qui est très spécifique dans la vue exposée par le Drachel Gyur, c'est deux choses, c'est Kadak Lunjup, que l'on ne trouve ni dans le Longde ni dans le Samde. On trouve les deux termes, hein, mais jamais accolés ensemble dans une suite logique ou dans une suite fondamentale. Et ça, c'est vraiment la particularité du Mangakde, qui va être en fait Kadak, pureté primordiale, c'est la base fondamentale de la nature de l'esprit, donc on va dire vacuité. Et Lunjup, donc son aspect de manifestation spontanée, qui est là un aspect de clarté, luminosité, dynamique des phénomènes provenant de la vacuité de la base. Et ces deux-là, donc Kadak, Lunjup, vont être la vue constitutive fondamentale du Mangakde, portée donc par le Drachel Gyur, donc le tantra racine du Mangakde. Est-ce que là, si on veut jouer un peu avec les catégories, il est possible de rapprocher Kadak de Samde et Lunjup de Longde ? On peut, tout à fait. Alors, oui et non, dans le sens où les deux, en fait, sont constitutifs malgré tout des deux. Et lorsqu'on parle du Longde, on parle quand même beaucoup de l'aspect de vacuité, c'est-à-dire la base même de la réalisation du Longde, c'est la vacuité. Donc, on pourrait dire que Lunjup, dans son sens de réalisation de la vacuité, c'est le Longde, et dans son exposition fondamentale à la base, c'est le Samde. Mais après, stricto sensu, Kadak, Samde, Lunjup, Longde, c'est pas forcément comme ça qu'on en parle habituellement, non. Okay. Et donc, on a vu dans les épisodes précédents qu'il y avait comme une forme d'exposition de plus en plus complexe des trois séries. Alors, on peut prendre un point de vue historique pour voir comment elles sont éventuellement apparues l'une après les autres. Ça n'a pas forcément de sens du point de vue de la tradition. Mais il semble qu'aujourd'hui, quand souvent les maîtres tibétains viennent en Europe, sont présents en Amérique et transmettent le Dzogchen, c'est souvent lié au Mangakde plus que Samde et Longde. Et du coup, est-ce que vous pourriez parler un peu de cet aspect plus développé ou plus complexe du Mangakde qui est arrivé jusqu'aujourd'hui, peut-être pourquoi Le principe déjà, c'est que au fur et à mesure de la transmission dans le Dzogchen, au fur et à mesure des jalons de la transmission, c'est-à-dire des maîtres détenteurs de la grande perfection, il y a eu une évolution vers un aspect extrêmement simple, puis vers un aspect de plus en plus complexe. Donc ça, c'est l'évolution aussi de l'enseignement qui est parti au début de Praevajra, on en a parlé, de Garab Dorje, le premier maître détenteur, puis Manjushri Mitra, puis Jnana Sutra.
Et puis, cet aspect-là de complexité ou de développement de la complexité, notamment de la 3e série, donc c'est développé avec Jnana Sutra et après Jnana Sutra. Et donc, ça, c'est déjà la particularité du Mangakde, où il va y avoir, en fait, plusieurs séquences de transmission et séquences de pratique. On dit du plus complexe vers le plus simple, ou du plus simple vers le plus complexe. Et on a donc déjà, à la base, une différenciation des enseignements complexes ou des enseignements extrêmement simples. Les enseignements complexes, ce sont ceux qui possèdent beaucoup de mots, beaucoup de sens, etc. Et les enseignements extrêmement simples, c'est en fait l'enseignement notamment par le symbole dont on a déjà parlé, qui est la caractéristique de l'enseignement des Vidyadhara, de ces fameux Rigdin, les seigneurs de l'évidence primordiale, qui, c'est toujours aussi beau, qui en fait ne nécessitent aucune complexité, qui sont des transmissions extrêmement directes. Donc ça, c'est un premier point dans cet aspect de complexification de l'enseignement. Le second point, c'est plutôt en termes d'évolution historique, c'est-à-dire que Samde et Longde étaient très présents, on va dire, jusqu'au XIVe siècle. Donc le Samde, on sait que a été très présent dans les premiers temps en fait de la transmission de la grande perfection, et Samde et Longde au Tibet après, lorsque l'enseignement est arrivé au Tibet, ont été dominants jusque, on va dire, en gros le 13e, 14e siècle. C'était les enseignements dominants en fait, en gros entre le 10e et le 14e siècle. Et à partir du 14e siècle, il y a eu un phénomène vraiment important qui a été une lame de fond dans le monde de la grande perfection. C'est le développement des termas, dans des textes trésors, qui sont apparus dès le XIe siècle. On les a redécouverts à partir du XIe siècle, mais ils se sont massivement propagés à partir, en gros, du XIIIe, XIVe siècle. Et cette espèce de déferlante des enseignements du Mangakde, puisque la plupart des termas en fait, qui ont été redécouverts au XIVe siècle sont des enseignements du Mangakde, eh bien, ils ont pris le pas sur les enseignements d'origine du Samde et du Longde, qui sont, eux, généralement des enseignements que l'on dit être kama, c'est-à-dire de la première transmission du 9e siècle, du 8e, 9e siècle au Tibet, dans l'Himalaya. Et donc les enseignements terma, qui sont des enseignements, on va dire, plus récents que les enseignements d'origine kama, eh bien, ont pris le pas sur les enseignements d'origine. Alors pourquoi ils ont pris le pas sur les enseignements d'origine ? Parce que dans la grande perfection, on dit que ce sont des enseignements beaucoup plus directs, qui sont en lien immédiatement direct avec l'origine de l'enseignement, qui était donc le maître d'origine, notamment donc Padmasambhava, ou alors Vimalamitra, ou alors Vairochana. Et donc, contrairement à la lignée Kama, qui possède plusieurs jalons de maîtres successifs, en fait, les termas, c'est Padmasambhava, le terton qui a redécouvert le trésor, et nous, qui sommes les premiers récipients à recevoir ces termas du terton. Et donc, leur enseignement est beaucoup plus immédiat et direct, et donc beaucoup plus puissant. Et c'est pour ça que les termas ont pris une part vraiment très importante des enseignements au fur et à mesure de l'histoire à partir du XIVe siècle. Et donc, ils sont devenus en fait la série majeure. Le Mangakde est devenu extrêmement important, et au contraire, les deux autres séries, Samde et Longde, se sont réduites, en sachant que le Longde est la série aujourd'hui la plus réduite des trois. C'est celle qui vraiment ne subsiste que, comme on l'a déjà dit, dans 12 textes principaux, et puis surtout un chemin de pratique principal qui est le Dorje Sampa. Ce qui fait que les maîtres venant de l'Himalaya, donc qui transmettent le Dzogchen ici, le font principalement sous la forme du Mangakde. Tout à fait. Et donc souvent lié à une forme plus graduelle liée au bouddhisme. Tout à fait. Et est-ce que c'est bien ça Bouddhisme Vajrayana. Est-ce que c'est bien ça qu'on appelle aussi parfois les Nyingtik, les sphères du cœur ? Est-ce que c'est un peu différent ?
Alors non, c'est tout à fait cette... On parle du long chain Nyingtik, du Bima Nyingtik. Voilà, on parle de tous les Nyingtik. Nyingtik, c'est la contraction de Ningpo Tiglé. Ningpo Tiglé, ça veut dire l'essence fondamentale du cœur, le cœur fondamental de l'essence. Ça marche dans tous les sens, c'est ça qui est bien avec le tibétain. C'est que, en fait, ce sont les enseignements cœur de la grande perfection. Et ces enseignements cœur de la grande perfection, en fait, on va très certainement en reparler après quand on va parler des pratiques principales, mais ce sont uniquement 2 pratiques principales. C'est-à-dire que dans la grande perfection, la pratique essentielle, ce sont les 2 pratiques dont on va parler plus tard. Et d'ailleurs, voilà. Vous pouvez développer. Mais juste pour terminer, le lien avec le bouddhisme Vajrayana, c'est que les pratiques préparatoires à ces 2 pratiques principales sont en premier des pratiques préliminaires qui permettent d'atteindre un certain niveau de réalisation au sein de l'esprit et une obligation d'arriver à la réalisation de ce qu'est la nature émanée de la réalité de notre esprit. Et ça, ce sont les 2 phases que l'on connaît dans justement le bouddhisme Vajrayana, la phase de création et la phase de perfection, qui nous permettent de réaliser, qui nous permettent de comprendre ce qu'est la base de notre esprit et ce qu'est sa manifestation. Et donc, partant de ce constat-là, ou partant de cette réalisation-là, on va pouvoir pratiquer les aspects principaux de la grande perfection. Mais il faut ceci à la base. Il faut qu'il y ait cette réalisation-là à la base qui va permettre d'aller sur les pratiques principales. Ce qui était à l'origine, d'ailleurs, avant le développement massif du Mangakde, en fait, la pratique du Longde. Le Longde, c'était la phase de création, voilà, phase de perfection. Tout à fait. Temps, oui. Mais suivant la perspective de la grande perfection. Et on pourrait même ajouter sur les Nyingtik, parce qu'il y en a des plus ou moins récents, on va dire, en termes de terma, qui sont apparus à différentes époques. Et donc, il y a des Nyingtik plus anciens qui prennent moins un chemin emprunté au Vajrayana, mais qui arrivent, donc, en termes de préliminaires, je pense par exemple au Vimma Nyingtik, avec des pratiques qui sont spécifiques aux Dzogchen, les corps des Roshen par exemple. Les Roshen internes, externes et secrets. Exactement, et ils vont arriver à la même vue en fait que celle à laquelle on peut arriver en prenant le chemin proposé donc via les pratiques tantriques du Vajrayana, donc par exemple propose le Longchen Nyingtik avant d'arriver à ces pratiques principales que sont Trekchö et Tögal. Et c'est équivalent, absolument équivalent. Le résultat est le même, et après de toute façon Trekchö Tögal partent toujours de la même base. Et voilà. Vous voulez nous en dire quelques mots, juste très généralement, Trekchö Tögal, donc les pratiques principales du Mangakde. Mais allons-y, de manière très générale. On accole très très souvent à Trekchö Kadak en fait, donc, par rapport à ce que expliquait Mila Kensei tout à l'heure. Donc Kadak Trekchö et Lundrup Tögal. Donc Kadak Trekchö va vraiment se porter sur cette pureté primordiale et sur le fait de continuer l'état de contemplation. Naturellement, bien entendu, puisqu'on est dans un aspect de libération naturelle, vu que c'est le cœur de la pratique du Dzogchen, avec quatre yogas, 4 chokchak, c'est comme ça que c'est décrit, donc laisser tel quel ou tel que c'est, avec un premier donc, qui sont le chokchak de la montagne, le Ryu chokchak, un deuxième qui est le chokchak de l'océan, donc le tel quel de l'océan, encore une fois c'est mal traduit, mais le Rigpa Chokchak, donc le tel quel de l'état, donc de l'état de l'évidence primordiale, Rigpa, et enfin le dernier Chokchak qui est le Chokchak de la vision, le Ngawa Chokchak. Donc comme toujours, comme les 4 yogas du Semde, comme les 4 Da du Longde, ou là les 4 Chokchak du Mengagde de Kadak Trekchö, il se pratique en fait en même temps à chaque fois. Donc le quatrième, le Nangwa Chokchak, c'est celui qui synthétise les autres. Les 3 autres. Et donc peut-être que plus tard, il y a les pratiques de Tögal, donc on n'aura pas forcément le temps d'aller même de leur description. Vous voulez tout de même nous en donner les classifications? Moi je vais avoir bien du mal, mais sur le Tögal, parce que en fait, dans tous les cas, c'est des instructions directes. On trouve régulièrement les 4
les 4 Chokchak de Kadak. Mais sur Togel, je ne sais pas si Rinpoche, tu veux en dire un mot. La première base, donc, c'est effectivement d'arriver à la réalisation des Chokchak, qui est la base même de Trekchö. Et puis, Togel, en fait, c'est la particularité où toute la manifestation de la réalité va être automatiquement réintégrée dans sa propre base et rejaillir comme compassion universelle. Et donc, par rapport à ça, donc le principe de Togel, c'est de pouvoir directement, en fait, être en lien avec la dynamique de luminosité de la base primordiale. Et la dynamique de luminosité de la base primordiale provient automatiquement de ce qui a été intégré auparavant, et notamment donc de l'intégration des deux phases. Et en fait, Togel est l'extension en termes de résultats des deux phases de création et de perfection. Et donc, il y a bien entendu des instructions spécifiques dans Togel, il y a des postures spécifiques, il y a des sons spécifiques, et puis il y a des visions. Togel, en fait, c'est 4 visions fondamentales, qui sont les 4 visions des 4 lampes, souvent, c'est comme ça qu'on les décrit. Et ces 4 visions des 4 lampes, on va les développer, on dit, au sein du jour, les développer au sein de la nuit et les développer dans le principe de l'activité éveillée, qui est le 3e aspect. Mais Togel ne peut pas se pratiquer comme ça. Il faut absolument avoir, bien entendu, franchi toutes les étapes, avoir reçu des instructions directes d'un maître qualifié, une femme ou un homme, peu importe, et les mettre en application dans des conditions spécifiques, donc dans des retraites du jour, puis des retraites de la nuit, puis des retraites d'achèvement. Un grand merci. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps maintenant d'arriver sur les pratiques préliminaires ou préparatoires. Peut-être ce sera pour un prochain épisode. Très certainement, mais ce qui est intéressant dans les formules que l'on a aujourd'hui, donc dans les formes dont on a parlé, ces fameux nyingtiques, c'est que elles sont très identiques à ce que l'on trouve dans les propositions du Mahamudra aussi. Et donc ça, cet accès-là, en fait, est peut-être le plus universel aujourd'hui, où on va pouvoir recevoir des pratiques un petit peu partout, de Vajrasattva, du Guru Yoga, etc. Et donc ces pratiques-là sont en fait la base même de toutes les pratiques principales après de la grande perfection. Donc les conseils que l'on donne toujours, c'est en termes de visualisation. C'est de pouvoir arriver à visualiser la réalité d'une autre manière que celle que l'on a, qui est de toujours voir la réalité de la même façon. De se rendre compte, et c'est ce à quoi servent ces pratiques, de se rendre compte que la façon de voir la réalité que nous avons est en fait illusoire, et de pouvoir ouvrir sur autre chose, d'autres possibilités en fait de vision. Excellent, un très grand merci. Merci à vous. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode et à la fin de on reviendra plus. C'est la fin. Tant pis. De cette série de 3, mais je suis sûr que vous allez être invité de nouveau. C'est possible. En tout cas, un très grand merci encore. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici pour cette série de 3 épisodes sur le podcast de Dzogchen Today. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.